C'est bon. Bismillah. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet très, très particulier, les élections. Donc nous n'allons pas faire un séminaire ou une conférence habituelle, mais plutôt un débat. Et pour ça aujourd'hui donc on a trois invités très engagés dans le champ politique, que ce soit avec un petit P ou un grand P. Alors, je vais commencer par la droite. Alors on a le frère Nejib Azerki, qui est un des fondateurs d'un parti, on va dire, musulman, qui est l'Union des musulmans démocrates de France, si je ne me trompe pas. L'Union des démocrates. L'Union des démocrates musulmans français, désolé. Ça marche aussi. C'est parce que vous êtes l'invité surprise de dernière minute pour enrichir le débat. Donc ce parti existe depuis novembre 2012 et il s'est présenté au cours des dernières élections municipales à Bobigny en alliance avec l'UDI. À ma droite, direct, j'ai Elias Dimzalen d'Islam et Info, que vous connaissez. Donc lui, c'est plutôt la politique avec un grand P, moins politicienne que notre invité d'extrême droite, si je peux me permettre ce mot d'humour. Mais la politique dans le sens l'engagement militant sous n'importe quelle forme que ce soit. Donc on verra si c'est politique avec un petit P aussi. Je dirais de la métapolitique jusqu'à la politique de terrain. D'accord. J'espère que tu auras l'occasion de développer ces concepts qui seront peut-être un peu obscurs pour les gens de la mosquée. Et à ma gauche, donc j'ai Mohamed Enish, secrétaire général de l'Union des associations musulmanes du 93, qui lui se situe beaucoup plus dans l'approche du lobbying. Donc ils font régulièrement des grands dîners avec des ministres, des députés, des sénateurs, des préfets, et ils sont plus concrètement sous le terrain dans la négociation avec les municipalités pour ouvrir des mosquées, des carrés musulmans, etc. Donc je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du débat. Donc les élections municipales ont eu lieu. Donc on a eu trois résultats majeurs. Le premier, c'est qu'on a un nouveau Premier ministre, Manuel Valls, que nous portons tous, je pense, haut en estime et au fond de notre cœur. Deuxièmement, la droite a raflé la plupart des municipalités en France. L'extrême droite a même réussi à conquérir certaines municipalités où la communauté musulmane est très 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 importante, voire même des fois majoritaire. Et la troisième conclusion aussi, c'est qu'il y a eu cette année des listes communautaires ou populaires ou des gens issus de la diversité, notamment emmenés par le collectif contre l'islamophobie en France, avec une campagne qu'ils ont orchestrée qui s'appelait Nous ne marchons plus ou Ne marche plus, on vote, et qui a été un véritable désastre parce que dans toutes les villes où ils se sont présentés, quasiment, alors que c'était des cités où les musulmans étaient majoritaires, voire des fois même très majoritaires, et où les responsables politiques étaient, on va dire, islamophobes, et bien dans toutes ces municipalités, les maires islamophobes, en général, ont été réélus dès le premier tour avec des taux absolument exceptionnels. Donc il y a eu un échec de cette tentative de vote communautaire. Donc je vais commencer directement à ma droite. Elias, est-ce que tu vois d'autres grandes conclusions à ces élections municipales et as-tu envie de les commenter, de les nuancer? Là, on entre dans un sujet qui est la politique politicienne. Donc effectivement, on a tous observé, comme tout le monde, sur BFM TV ou autre, qu'il y avait eu un raz-de-marée de l'UMP, une gauche qui, une fois de plus, avait déçu. Pour ce qui est de la communauté musulmane, la corrélation que je puis tirer de cette expérience politique, c'est qu'effectivement, comme l'ont dit des journaux suite à nous, puisque sur Islam Info, on l'a dit bien avant, un divorce s'est opéré entre le Parti socialiste et les musulmans français. Effectivement, on se rend compte que de SOS Racisme jusqu'à aujourd'hui, Valls, une même islamophobie a été véhiculée, une même arnaque quasiment, et qu'il y a une conscientisation, on va dire, de la population musulmane qui s'est effectuée au fur et à mesure
du temps, de l'enseignement, de l'expérience politique, et qu'aujourd'hui ça arrivait, disons, à germination, je dirais pas à terme puisque ça va grandir encore, et que les musulmans clairement ont sanctionné le PS soit en s'abstenant, et en ne votant pas, quand bien même aurait-il pour maire quelqu'un du Front National. C'est quand même significatif. Pour eux, ça ne leur fait pas plus peur que cela d'avoir un maire qui soit islamophobe de gauche ou de droite. Finalement, on se rend compte que les positions laïcardes sont les mêmes, et que souvent d'ailleurs les gens du Front National qui aujourd'hui émergent sont d'anciens chevènementistes ou d'anciennes personnes qui faisaient partie du mouvement trotskiste du PS. Donc on se rend compte que déjà les musulmans ont réagi par rapport à cela. Ça, c'est un premier enseignement au niveau communautaire. Donc ce divorce qui est effectué avec le Parti socialiste. Deuxième enseignement, on peut se dire qu'effectivement la population musulmane ne s'implique pas dans les élections. Donc après on pourra en reparler, je pense, au travers des questions. Et pour ce qui est encore des élections, conclure, je pense qu'on a oublié de le dire, que le premier parti aujourd'hui en France, ce n'est ni l'UMP ni le Front National, mais c'est bien le parti abstentionniste, qui fait que bien au-delà de la population musulmane, on sent que la population est assez blasée de ces politiques. Et des projets qui sont en fait des non-projets qui se ressemblent tous et qui n'influent pas véritablement sur leur vie de tous les jours. Donc voilà pour un bilan, on va dire, BFM TV. D'accord. Je vais juste reprendre le micro. Donc je vais maintenant poser la même question à notre frère Négib, mais lui demander, vu que son parti a été plus impliqué directement dans les élections municipales, s'il a une analyse un peu plus fine sur cette question politicienne. Donc effectivement, moi je vais reprendre juste les dires de notre frère Elias. Effectivement, le premier parti de France, c'est bien le parti de l'abstention. Alors, forcément, ça va toucher bien sûr la communauté musulmane, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que si on oublie un petit peu cette différenciation, on se rend compte que finalement, en France, la majorité des citoyens français ne se reconnaissent plus dans la politique. Donc c'est un désaveu finalement de tous les partis qui sont aujourd'hui en place et au pouvoir. Ce qui change par rapport à la communauté musulmane, c'est qu'on pensait dans l'inconscient que finalement c'était un électorat qui était conquis à la gauche. Aujourd'hui, avec ces élections-là, effectivement, on peut voir que c'est plus le cas. Donc la gauche a pensé jusqu'au dernier moment que c'était un électorat qui lui était conquis. Et c'est pour ça qu'il y a eu effectivement une telle tollée. Alors effectivement, donc on se rend compte qu'aujourd'hui, ça peut bénéficier effectivement à la communauté musulmane, même si effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que beaucoup n'ont pas participé pendant ces élections. Néanmoins, maintenant, le paysage politique, il a changé. C'est une nouvelle donne qu'il va falloir qu'on prenne en compte. Parce que finalement, ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est que les politiques ont pris conscience que les musulmans étaient attentifs à l'offre politique qui lui était donnée. Donc aujourd'hui, les musulmans sont attentifs à la proposition qu'on va leur faire et ne sont plus forcément voués à être presque asservis à une fédération, à un parti ou à être classés clairement de gauche. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de villes, beaucoup de bastions qui étaient de gauche, d'extrême gauche, sont tombés, effectivement, ont été ravis par la droite. Alors étrangement, ce qu'on peut constater, après on peut effectivement ne pas être content par rapport à ce constat-là, c'est que la droite a été attentif aux besoins de beaucoup de concitoyens musulmans. Et ça c'est une première. On peut peut-être ne pas être d'accord sur ce constat-là, mais en tous les cas, on voit que des villes comme Drancy, ou comme Bobigny, où il y a eu effectivement des choses qui ont été faites pour la communauté musulmane, que ce soit effectivement des mosquées, que ce soit du halal dans certains établissements. On voit que c'est des choses qui ne font plus peur à la gauche, à la droite, alors que la gauche a été complètement incapable de pouvoir s'approcher de cet électorat. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en fais. Après, effectivement, on peut ne pas être d'accord avec ce constat-là. En tous les cas, ce qu'il en ressort aujourd'hui, c'est quand je parle de quelque chose de positif, c'est qu'effectivement, il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme les politiques qui vont se remettre en question et qui vont se dire que finalement, il y a un électorat aujourd'hui qui n'est pas à la portée de main et qu'il va falloir aller chercher et qu'il va falloir aller séduire.
Même si effectivement, il y a encore beaucoup qui sont aujourd'hui qui ne sont pas partis dans les urnes. Après, il va falloir qu'on puisse décrypter effectivement les raisons qui font que sociologiquement, les musulmans votent probablement moins que d'autres communautés. Et puis il faut voir aussi, on en parlera peut-être, qu'il y a eu également pas mal d'organisations qui vont appeler carrément à ne pas voter. Donc ça aussi, ça a probablement joué dans la balance. En tous les cas, nous, clairement, on essaye de regarder d'un œil positif le terrain politique en se disant qu'effectivement aujourd'hui, si on veut lutter contre cette radicalisation qui est en train de se mettre en place, si on veut lutter contre cette pensée du Front National qui envahit même l'Académie française, eh bien, il va falloir effectivement qu'on puisse nous-mêmes se mobiliser sur le terrain politique. C'est un peu ce que nous on essaie de faire au sein de l'UDMF, mais c'est effectivement ce qu'il va falloir faire dans les années qui vont venir pour clairement prendre la parole et montrer effectivement qu'il existe un palliatif à cette politique qui est clairement une politique discriminatoire. Alors aujourd'hui, vous avez parlé effectivement d'Emmanuel Valls, c'est une réalité effectivement, il prend de l'ampleur et aujourd'hui il est considéré comme quelqu'un de courageux qui utilise avec fermeté les choses, mais quand on regarde bien, la fermeté qu'il utilise, c'est quoi? Il a une fermeté envers les personnes les plus fragiles, contre les personnes qui sont aujourd'hui dans la précarité, les chômeurs, les retraités. Ça, moi, j'appelle pas ça du courage, personnellement. Je pense que c'est plutôt de la lâcheté, parce que le patronat, on n'a pas vu de fermeté, on n'a pas vu de courage à son égard. Donc aujourd'hui, effectivement, ces cols-là, le fait de pouvoir lutter contre les minorités, encore une fois, ceux qui sont les plus fragiles, aujourd'hui, il y a on a dépassé un cap, on a décomplexé les choses, et cette façon de décomplexer les choses, aujourd'hui, on appelle ça du courage. Voilà, c'est un petit peu mon analyse. Je laisse la parole aux autres. D'accord. Je te remercie. J'annonce déjà que donc, justement le rapport entre la droite française et la communauté musulmane, mais aussi la question de l'abstention va être traitée tout à l'heure. D'accord. Donc maintenant, Mohamed, toi qui es plus impliqué dans le terrain du lobbying, etc. Donc partages-tu l'analyse qui a été faite par les deux précédents intervenants? Et aussi, concrètement, est-ce que tu penses que le changement qui a eu lieu sur le terrain dans le 9-3, où tu travailles principalement, va être favorable aux musulmans ou non? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc tout d'abord, je tiens à remercier l'association et la mosquée qui nous a reçus aujourd'hui, en particulier M. Abdelali, qui fait un travail formidable et que Allah l'aide, surtout pour collecter la somme qu'il faut pour construire votre mosquée. Donc, Inch'Allah, que les gens qui vont voir la vidéo à travers toute la France, donc ils pourront, Inch'Allah, vous aider. J'ai accepté de venir ici, en particulier suite à l'insistance de Daniel Youssef Leclerc, il voulait absolument que je prenne la parole, puisque le problème, je sais que la politique prend de la parole sur les élections et tout, et il y a une partie des musulmans qui n'aiment pas ça. Il dit ouais, mais c'est pas bon, c'est perte de temps, ça saoule, voilà, les critiques qu'on entend. Mais le problème, c'est que la politique fait partie des choses de la vie où il faut qu'on soit présent. Si on n'est pas présent, on va disparaître. Le souci, c'est qu'on n'est pas obligé de tous faire la politique, tous comme nous, non. Par exemple, l'imam dans une mosquée, ben, on a besoin d'un imam. S'il n'y a pas d'un imam à la mosquée, ben, on ne peut pas faire la prière. Mais il suffit d'avoir un hafid qui a tout le Coran par cœur, ben, ou une partie, c'est bon. Mais si dans toute la ville ou le village, il n'y a personne qui connaît le Coran, ben là, il y a un problème. Donc la politique, on n'est pas obligé de tous faire la politique. Il faudra absolument, dans la communauté, il faudra qu'on ait des gens qui sont spécialisés dans le fait politique. Et ce n'est pas des gens qui se réveillent une semaine ou 2 semaines avant les élections pour dire voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon, parce que la politique, c'est des gens, et c'est des gens qu'il faut observer, qu'il faut suivre, qu'il faut discuter avec eux pendant tout le mandat ou entre les 2 mandats. Il y a 6 ans entre les mandats. C'est pas 2 mois ou 1 mois avant l'élection. Il y a des gens qui débarquent à la mosquée ou dans la sauce
voilà, je vais me présenter, j'ai un projet, j'ai ceci, j'ai cela, puis les gens disent, oui, ben, lui, il a bien parlé, il est bien et tout, on va... Non, c'est pas comme ça. Il faut pendant les 6 années, celui qui gère la ville, ou ceux qui sont dans l'opposition, vous les écoutez, vous parlez avec eux, vous verrez. Maintenant, c'est vrai, vous me dites, oui, mais on ne peut pas tous faire ça. C'est vrai, mais laissez des gens, 2, 3 personnes, mais il ne faut pas laisser des khobzistes, comme on dit chez nous, pas des gens qui font ça pour eux. Non, ils font ça pour la communauté. Ils sont mandatés par la communauté de suivre le fait politique. Ce n'est pas parce qu'ils veulent une carrière, ce n'est pas parce qu'ils veulent un logement, une mission ou un chargé de mission. Non, il faut qu'ils le fassent d'une façon bénévole pour la communauté. Tout le temps. Et il faut qu'ils parlent avec tout le monde. Parce que le problème, et surtout nous qui venons du Maghreb, et même nos frères africains, notre problème c'est que là-bas, le président il est à vie. Tout le temps, les élections, il ne bouge pas, le président. Et on est venu avec cette mentalité, on pense que les maires c'est à vie. Et beaucoup d'associations et de mosquées, ils font l'erreur, et le maire il dit oui, on est avec toi, le président lui-même, il faut voter, tac, il change, et l'autre il vient. Ah ouais, nous on ne savait pas. Parce que nous au bled, ils ne changent pas les maires. Ici, ils changent. Et là, beaucoup de maires, beaucoup de mosquées ont des problèmes, de graves problèmes. Parce qu'ils ont soutenu l'ancien maire, aveuglément, ben, il a changé. Et l'autre, il y a certaines villes, par exemple des mosquées, ils n'ont même pas voulu recevoir l'autre. Ils disent non, non, on ne le reçoit pas parce que le maire il sera fâché. Non, on ne te reçoit pas, dégage. Et surtout, ne tracte même pas à côté. Ici, il envoie des gens tractés, ben, il le chasse, il le tape. Les gens de la mosquée, ils vont le taper. Et bizarrement, c'est lui qui devient le maire. Comment ils vont faire? 6 ans. 6 ans. Et après, il ne faut pas le traiter d'islamophobe. Surtout pas. Il ne faut pas le traiter d'islamophobe parce qu'on l'a cherché. Donc ce type d'erreur, beaucoup de mosquées tombent dans ce type d'erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des gens spécialisés pour ça. Parce qu'il faut des gens qui sont spécialisés pour ça et des gens qui vont dire, écoutez, attention, la ville va changer, risque de changer. Donc faites attention, allez doucement. Et comme on n'a pas ces réflexes, ben, on fait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts. Nous, dans le 93, depuis 2011, pourquoi? Parce qu'il y avait une élection municipale en 2011, beaucoup d'associations se sont réunies avant les élections, au mois de janvier. Les élections, c'était le mois de mars. Plusieurs semaines, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ils se réunissaient périodiquement pour se concerter entre eux et dire, voilà, il faut absolument qu'on crée un noyau chargé de ce fait-là, c'est-à-dire la politique. Politique dans le sens, l'intérêt pour la communauté. Ce n'est pas pour que des gens puissent être placés, même si je ne suis pas contre ça. On n'est pas contre que les gens soient placés, mais la priorité, c'est défendre la communauté et chercher les intérêts pour la communauté. Donc on l'a créé en 2011, une fédération sur le 93, parce qu'on ne voulait pas avoir la grosse tête, on voulait rester dans le 93. Et depuis, là, alhamdoulilah, c'est notre 3e élection municipale. Donc à chaque fois dans les élections municipales, on essaie d'aller un peu plus loin dans la participation. Et notre intérêt, c'est quoi? Prioritairement, c'est les mosquées. Au départ, c'est les mosquées. Pourquoi? Parce qu'en 2001, si vous revenez en 2001, ben, les mosquées, on ne pouvait pas avoir ni permis de construire. Même si on avait de l'argent pour acheter une mosquée, ben, le maire préempte, il t'empêche d'acheter. Si tu veux agrandir, il n'y a pas de possibilité. Même les vœux, il y a des mosquées qui nous disaient, on n'a jamais été reçu par le maire. Le mois de janvier, le maire reçoit toutes les communautés pour les vœux et tout. Il invite la communauté juive, le rabbin vient, le prêtre il vient, mais l'imam ou le président de la mosquée, jamais de la vie. Parce qu'il ne les calcule même pas. Ça, c'est 2001. Ben, les frères, ils ont dit, ça ne peut pas continuer. Qui nous invite, quand nous, on dit oui, on n'a pas le temps, on ne veut pas y aller. Ça, c'est une chose. Mais qui ne nous invite même pas, c'est qu'il y a problème. Donc nous, depuis 2001, on a dit, il faut qu'on crée une force dans le 93. Pourquoi 93? Parce que c'est le premier département musulman. En termes de présence en France métropolitaine. Si on laisse de côté le Mayotte, c'est un département presque entièrement musulman. Mais le 93, c'est le premier département musulman. Donc on a dit, il faut qu'on fasse un travail ici. Et deuxième chose, on a dit, il ne faut pas qu'on rentre ni en conflit avec les autres associations musulmanes qui font du beau travail, mais qui ne sont pas dans ce domaine-là. On ne rentre pas en conflit avec eux, mais on n'entre pas en allégeance avec eux. On n'est pas avec eux, on n'est pas contre eux.
Si on a des points en commun avec eux, on travaille. S'il n'y a pas des choses en commun, chacun il fait son chemin. Donc depuis, alhamdoulilah, on a avancé. Il y a des choses, malheureusement, on ne peut pas le dire publiquement et tout, parce que le fait politique, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Beaucoup, beaucoup. En plus, à mon avis, peut-être la moitié des choses qui se font ne se disent pas. Il y a beaucoup de choses qui se disent, tu ne peux pas le dire. Donc tu fais un travail beaucoup sous-marin, beaucoup un travail pas officiel, caché, discret, beaucoup de. Après, il y a de temps en temps, tu es obligé de faire un petit communiqué ou dire voilà, on soutient ça ou on ne soutient pas celui-là. Mais ça, c'est vraiment le 1/10 de ce que tu fais. Donc il y a beaucoup de travail de fond et ça, c'est important. Pour répondre à ta question, en islam, tout ce qui vient pour le musulman est bien. Que la droite elle vienne, personnellement, je fais ni jugement, je ne juge ni la gauche ni la droite. Je ne fais ni le procès de la gauche ni de la droite. Rien. Juste une chose, c'est un fait. Ça, c'est un fait. La communauté musulmane est majoritairement de couche populaire. Et à 90% vote à gauche. Parce qu'elle est populaire. Nous, ici, c'est pas comme les musulmans aux États-Unis qui sont des cadres. Nous, ici, la plupart, c'est des ouvriers, des gens de couche faible. Donc, la plupart des musulmans votent à gauche. Et donc, c'est normal qu'on est plus exigeant à gauche, des partis de gauche. On est plus exigeant, on leur demande de donner beaucoup plus. La droite, c'est normal, il n'y a que 10% ou 20% des musulmans qui votent à droite. Donc, c'est normal qu'on ne lui demande pas beaucoup, parce qu'on ne vote pas beaucoup pour elle. Mais la gauche, il y a 80% qui votent à gauche. Et on regarde le retour qu'on a, c'est normal qu'on est plus exigeant. Mais après tout, on fait le procès ni de l'un ni de l'autre. Celui qui vient, c'est un bien. Et on travaille avec celui qui vient. Et dernière chose, l'UMP, dans les villes, l'UMP a deux visages. Parce qu'on prend les méchants. L'UMP, c'est les méchants. L'UMP, dans le gouvernement, c'est vrai. Les méchants, voilà, on a marre des islamistes, voilà. Mais dans les villes, c'est pas pareil. Dans les villes, ils sont obligés d'avoir un autre langage. Le même, par exemple, on prend Argenteuil. Il y a un député maire, Mouton ou quelque chose comme ça. Lui, presque islamophobe. En tant que député dans l'Assemblée nationale, c'est un vrai islamophobe. Je l'ai eu lorsque j'étais invité à la mission Gérin à l'Assemblée nationale. Je l'avais en face de moi. C'est presque islamophobe. Des questions vraiment limites. Mais lorsqu'il voulait gagner la ville d'Argenteuil, il passait tout son temps dans les mosquées. Presque de l'Fajr jusqu'à l'Aïcha. Les gens lui disent mais avant, il faut que tu sortes un petit peu, parce que nous, on prie juste 2 minutes, et lui, il squattait les mosquées. Donc, ils n'ont pas le même visage, ces gens-là, au gouvernement et en tant que député. Et dans la ville, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la ville, on est présent. Donc, il ne faut pas avoir une vision négative, ni de la droite, ni de la gauche. Le plus important, c'est d'être présent et de peser dans la ville. Bien, je te remercie. Donc, tu nous dis ni droite ni gauche. Donc, au final, je pourrais te répondre, si j'étais une personne lambda, c'est donc tu ne peux pas donner de consigne de vote. Parce que tu ne sais pas qui est bon, qui est mauvais, mais tu dis travaillons avec celui qui sort. Non, ni droite ni gauche, ouais. Non, ni droite ni gauche, très important, c'est pas, il ne faut pas, par exemple, que génétiquement, parce qu'il y a des gens qui pensent que les musulmans, lorsque je dis musulmans, je parle des Arabes et des Noirs, parce qu'il y a des musulmans, les convertis. Mais les Arabes et les Noirs, génétiquement, on vote que à gauche. Je ne sais pas, c'est dans notre gène, bah, tout de suite, on voit à la droite, c'est bon, on ne peut pas. Il faut comprendre, voilà, ça c'est un problème. Génétiquement, on a un problème, on vote à gauche. Mais lorsque je dis ni droite ni gauche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit bloqué pour dire il faut voter tout le temps à gauche, ou voter tout le temps. C'est cas par cas, élection par élection, candidat par candidat. C'est comme ça. C'est-à-dire il y a des cas où une élection, que ce soit municipale ou législative, ben, là peut-être on sera plus à droite, plus à gauche. Il y a un candidat qui est bien, mais si par hasard il est droite, ça ne change rien, il restera bien. Si le candidat est mauvais et si par hasard il est de gauche, il restera toujours mauvais, ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'il est de gauche qu'il va redevenir bien. Donc c'est que ni droite ni gauche, c'est-à-dire cas par cas,
et thématique par thématique et question par question. Ça dépend des questions, ça dépend des thématiques. Dernier point, il y a un cas très important. Il se peut, parce qu'il y a certains qui n'ont rien compris dans la vie, par exemple, il se peut qu'il y a un cas, un maire, on appelle à voter contre lui. Il perd la ville. Il y a quelqu'un d'autre qui prend la ville par hasard, puisqu'on a éliminé celui-là qui était mauvais. Entre-temps, celui-là qui a perdu, il change complètement. Il dit, j'ai compris. Il dit, ce que vous avez fait, c'est bien fait pour ma gueule, parce que j'étais mauvais. Là, il a changé. Pendant 6 ans, il change, ce maire qui a perdu, 6 ans. Il vient chez nous voir, dans la mosquée, dans l'association, pendant 6 ans. Il dit, l'association a décidé de soutenir ce maire pour redevenir maire. Parce que celui qui a gagné par hasard était aussi mauvais. Ben, le problème, il y a des gens qui ne suivent pas. C'est pour ça la politique, tu ne viens pas une semaine avant l'élection, comme vient de dire Abdelnon. Une semaine avant l'élection, tu débarques dans une ville que tu ne connais même pas et tu dis voilà, on va voter contre celui-là parce que celui-là, il était mauvais avant. Mais attends, tu n'as pas suivi le film. Lui, il a changé. Pendant 6 ans, il a changé. Toi, tu débarques maintenant dans la ville, tu ne connais même pas l'histoire et tu appelles à voter contre lui. Qu'est-ce que tu connais de l'histoire? Il dit oui, mais avant, il y a 2008, avant, il était islamo. Oui, mais 2008, on l'a sanctionné, il est sorti. Et après, il a changé. Tu n'as rien vu dans le film. Et là, parmi les gros problèmes, c'est des gens qui s'improvisent politiciens comme ça. À la dernière minute, 1 semaine, 2 semaines, ils débarquent dans une ville qu'ils ne connaissent même pas, et ils mettent leurs pieds, et ça chamboule beaucoup le travail des gens qui font un travail régulier. Je vais juste te poser une question, mais tu réponds juste par oui ou par non, parce que je suis impatient d'entendre les réactions de mes 2 personnes à droite. Donc tu dis au cas par cas, est-ce que ça inclut même l'extrême gauche et même l'extrême droite? Oui ou non? C'est pas oui ou non, ça. Non. Pour l'extrême droite, honnêtement, je pense que c'est pas suicidaire, mais c'est pas intelligent pour les musulmans maintenant de voter l'extrême droite maintenant, actuellement. Après, ça peut changer, tout le monde peut changer. Peut-être l'extrême droite dans 10 ans, elle sera à la droite de maintenant, on ne sait pas. Mais maintenant, l'extrême droite, il n'est pas intelligent ni de la soutenir, ni de voter pour elle pour le moment. L'extrême gauche, mais après, c'est quoi l'extrême gauche? Pour moi, le Parti communiste n'est pas extrême gauche. À droite de Parti communiste, oui, c'est l'extrême gauche. Ça, à mon avis, c'est une perte de temps, à mon avis. Et il ne faut pas oublier une chose, nous les musulmans, on est une minorité, on restera toujours une minorité. Et en tant que minorité, il faut qu'on réfléchisse comme minorité. Donc minorité, si tu vas aider une minorité, qu'est-ce que ça va faire? Une minorité qui aide une minorité? Rien du tout. Mais comme les élections maintenant, là les 2 frères, ils ont dit le premier parti de France c'est l'abstention, oui, mais pour moi ça ne pose aucun problème. Même tant mieux, très bien. Pourquoi? Parce que le peu de musulmans qui votent, ben, ils vont basculer l'élection. Je vous donne juste un exemple. Bagnolet, vous revenez aux résultats, Bagnolet, le premier tour, les élections, le communiste était premier et le socialiste deuxième. Vous savez la différence entre les deux? Une voix. C'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas une voix. Pour une voix, il est devenu premier. Montreuil, le maire a gagné Montreuil, 400 voix. Et comme ça, plusieurs exemples. 300 voix, 40 voix, 30 voix. C'est bon. Dans une mosquée ici, vous pouvez réunir 30 voix. Vous vous mettez d'accord, voilà, tu votes, ta femme et tout. Ben 30 voix, tu dis, on se met d'accord pour le même candidat? Ok, on reste. Ben Abdelali va discuter. Abdelali dit, voilà, on a choisi tel candidat. Les 30 voix, vous allez faire la différence. Donc l'abstention, ce n'est pas un problème. Et même le fait que, des fois, par exemple, cette élection-là, le fait qu'une bonne partie de la communauté musulmane, une partie, n'a pas voté, tant mieux. Parce que même les gens qui ne votent pas, c'est un vote. C'est un vote parce qu'ils ont sanctionné la gauche. Donc celui qui ne vote pas aussi, c'est un vote. Je vais poser la question maintenant aux 2 personnes à droite. Est-ce que vous partagez cette analyse de Mohamed sur le fait que pas d'a priori sur les candidats, sauf l'extrême droite où ça peut être dangereux et l'extrême gauche où ça serait inutile, et sur le fait que les consignes de vote, si jamais doivent être données, doivent être préparées longtemps en avance. Pour ce qui est, de mon avis,
effectivement, il faut avoir un vote communautaire. Donc, ni droite ni gauche, votons français musulmans. Donc, Vote communautaire au niveau national ou local? vote communautaire à tout niveau. Il faut être communautaire à tout niveau. Là, j'espère qu'on va parler après du vote et après, justement, pour voir que le vote ne constitue pas, ne devrait pas constituer les lambda, l'alpha et l'oméga plutôt de la politique musulmane. Quand je dis politique, c'est gestion de la communauté. Après, quand on parle de gauche, de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche, sur le papier au niveau local, il faut voter pour celui qui nous a donné les plus grandes garanties. Peu importe qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, parce qu'il faut faire la différence. Dans le local, maintenant, on s'est rendu compte que certains partis, on voit dans 93 où des partis d'extrême gauche gagnent, ou maintenant dans le sud de la France où certains partis d'extrême droite gagnent, il faudra composer avec ces gens. Donc il faudra composer avec ces gens. C'est quoi composer avec ces gens? C'est pas voir la politique qu'ont eu vos associations ou les grandes associations soi-disant représentatives des musulmans, c'est-à-dire une politique de la main tendue, du mendiant, ou plus explique autrement, une politique qui desservait les musulmans en étant une politique quasiment de caïda. Quand je dis caïda, c'est-à-dire les politiques de caïd. Vous vous rappelez sans doute, pour les plus anciens d'entre vous et pour ceux qui ont étudié la question, dans le Maghreb, un régime politique existait envers les populations indigènes, le régime de caïda. Donc on avait un caïd, comme aujourd'hui on peut avoir dans certaines personnes dans nos mosquées, qui donnent des consignes de vote. Pourquoi? Pour avoir un poste, pour satisfaire le maire, pour je ne sais quoi encore, mais surtout pas pour satisfaire la communauté. Et je le dis, je suis dans une mosquée, il faut construire des mosquées, mais ce n'est pas le tout. Il faut construire des écoles, il faut vous défendre, il faut avoir une politique contre l'islamophobie, une politique d'éducation. Encore une fois, le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique musulmane. Tu me disais aussi, donc tu as parlé de gauche, de droite mais moi j'aimerais juste réagir tout de suite. Tu dis, attends, je vais peut-être prendre le micro, ça va être plus... Tu mentionnes effectivement qu'il peut y avoir donc au niveau des mosquées quelqu'un qui s'improvise politicien ou rabatteur politique. Mais comment fait alors le musulman pour distinguer celui qui est expert et qui a une vraie stratégie au niveau local de l'escroc qui veut obtenir des postes ou des intérêts personnels? Déjà, je n'ai pas donné de nom à cette personne, mais les coordinateurs de la politique musulmane au niveau de l'échelon local ne sont pas forcément les mosquées. Les mosquées, il faut le dire, pour la plupart, sauf, Dieu merci, certaines, et la preuve aujourd'hui, on est ici, on peut parler, mais la plupart sont aux mains d'associations qui ont tout verrouillé et qui travaillent concrètement à pérenniser un système de caïda, c'est-à-dire de servitude volontaire envers un pouvoir hégémonique qui nous casse littéralement de l'intérieur en nous faisant penser que les musulmans ne sont bons qu'à être administrés, ils ne sont que des sujets, non pas des acteurs politiques au sein d'une société. Donc si il y a quelque chose à faire dans les mosquées, c'est effectivement que les personnes actives qui veulent le bien pour cette mosquée dans un premier temps prennent le pouvoir ou deviennent plus influents et en clair se débarrassent de ces traîtres et vendus qui aujourd'hui sont représentés par le CFCM et qui représentent plus les intérêts de l'ambassade algérienne, marocaine et de la préfecture que vos attentes et celles de vos enfants. Puisqu'effectivement, celui qui n'est pas capable de se défendre lui-même, je ne vois pas comment il pourrait vous défendre vous. Vous avez vu et vous voyez tous les jours à la télé les frasques et la perdition dans lesquelles sont vos pays d'origine. Si ces pays ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes, je ne vois pas comment ils pourraient organiser aujourd'hui une politique pour vous défendre vous, aujourd'hui, en France. Donc c'est un petit peu l'image d'Ibrahim qui a fait cette démonstration aux polythéistes, en cassant une de leurs statues. Donc ces gens-là sont du même acabit, dans le sens où ils défendent une politique qui n'est pas musulmane et qui ne sert pas les intérêts des musulmans. Après, pour le choix, je pense que l'expérience et le travail font les choses. Et on ne choisit pas quelqu'un parce qu'il fait uniquement de la politique, mais parce qu'il a un sens, on veut dire, métapolitique et qu'il a une organisation qui va avec. Donc après, peut-être qu'on en reparlera, comment s'organiser, comment faire.
Mais je le dis, ce n'est point à l'imam de choisir, sauf si c'est un averti et quelqu'un qui comment dire, a un réel, comme le disait Mohamed, travail de fond, ou s'il y a une association qui le fait, ou un comité d'habitants d'un quartier. La mosquée aujourd'hui, pour l'instant, n'est pas une cellule de base sur laquelle on peut dimensionner des actions politiques. Je le pense. Ça pourrait le devenir. Mais d'abord, il faudrait faire un sacré nettoyage et se départir, on va dire, de certaines personnes qui nous ont englués maintenant depuis 50 ans dans une politique soit d'assistanat, soit de caïda. Donc voilà pour ce qui est le choix. Le choix, je pense que vous devez le faire vous-même et arrêter d'attendre un messie ou je ne sais quoi, sortir de cette pièce et vous dire, nous avons un destin politique à mener. Nous avons une tête à relever. Nous avons un combat à mener. Aujourd'hui, vous êtes la risée de la France. Vous êtes des gens méprisés, bafoués. Les lois islamophobes viennent aujourd'hui vous humilier jour après jour, à travers vos femmes, vos enfants. La question est de savoir aujourd'hui si vous allez pouvoir encore demain vous regarder dans la glace et pouvoir encore exister en tant qu'homme ou en tant que musulman. Donc la question à se poser, c'est se dire effectivement, est-ce que je vais attendre le Messie ou est-ce que je vais appliquer la seule politique valable? Aidez-vous vous-même. Aidez-vous vous-même, vous êtes vos secours là. Personne ne viendra vous sauver. Donc demain, il faut que vous organisiez vos collectifs locaux qui demain se réorganiseront et qui auront un sens et une action qui viendra coordonner une communauté. Une communauté qui sera capable d'organiser son éducation, ses loisirs, sa sémantique, son langage, d'influer sur la société, sur sa politique, mais également d'avoir un projet réellement culturel, à tous les niveaux. Comprenez-le bien. On vous parle de république laïque, les seules personnes, ou du moins, personnes morales, du moins, communautés, osons le mot, qui prospèrent aujourd'hui en France sont les communautés qui sont organisées. Donc quand on vous dit, et je reviens à cette politique de Caïda, ne faites pas de communautaire, c'est qu'on essaye, comme un certain Alain Finkielkraut qui a été nommé à l'Académie, de vous retirer votre principale arme. Les gens qui vous parlent de citoyenneté, comme certains prêcheurs depuis des années, qui traitent aujourd'hui les autres de traîtres. Mais il faut savoir pourquoi ils sont devenus traîtres. Parce qu'ils ont eu un message pendant 30 ans qui leur a appris à être des simples citoyens et d'être soit des Verts, soit de l'UDI, au lieu de leur dire « pensez au vôtre en premier plan ». Soyez des musulmans fiers de l'être et organisez-vous par rapport à cela. On a voulu faire de ce langage victimaire et, qui prêtait le bâton à l'ennemi. Soyez des citoyens, ça a été un contre-langage, une contre-action, et c'est ces gens-là qui nous ont desservis, qui prétendaient faire de la politique et qui ont fait finalement, qui ont été dans la continuation du travail des élites, c'est-à-dire de notre renfermement, de notre ostracisation et de notre quasiment esclavage, j'ose le mot, dans le sens où aujourd'hui on se rend compte que les lois d'apartheid qui ont été votées démarquent qu'effectivement il existe des communautés, ne serait-ce que de souffrance, ne serait-ce que d'apartheid, puisqu'on est la seule communauté aujourd'hui marquée par le fer blanc et par le sceau de certaines lois qui ne nous donnent pas ce droit de citoyen. Puisque quand aujourd'hui une femme qui porte le voile ou le niqab ne peut pas voter, elle n'est plus citoyenne au sens grec du terme, puisqu'elle n'a plus la voix à la cité. Donc rendez-vous bien compte qu'on a réussi à vous retirer cette citoyenneté. Donc en faire un sacerdoce comme certains a été une erreur fondamentale. Et orienter votre discours uniquement sur le vote l'a été aussi. Donc il faut arriver à un moment à une autre organisation, mais j'espère qu'on pourra en reparler. Je vais maintenant donner la parole à Négib, donc même question, droite, gauche ou autre parti politique, ce qui compte c'est de trouver son intérêt de manière stratégique. Est-ce que tu partages cette idée que ça doit être préparé longtemps à l'avance et par des spécialistes de la politique? Et vu que votre parti a clairement pris position à Bobigny, je crois, en faveur de l'UDI, sur quelle base s'est fait ce choix?
Je vais essayer de répondre, c'est pas toujours évident. De toute façon courte parce que le temps passe très Ah, vite, c'est pour je ça, suis c'est désolé. pas toujours évident. En tous les cas, par rapport à la consigne de vote, c'est-à-dire est-ce qu'on devrait voter pour des partis de droite ou de gauche? Encore une fois, pour moi, est-ce qu'il faut préparer ça? Est-ce qu'il faut avoir un expert qui puisse décrypter un petit peu tout ça? Encore une fois, pourquoi pas? Mais avant tout, le citoyen qui va voter le jour du vote à l'isoloir et qui va décider du choix démocratique de sa voix, en direction de qui? De la droite, de l'extrême droite ou de la gauche. Encore une fois, ça, il doit prendre en compte l'offre qui lui est donnée. Dans cette offre-là, est-ce qu'il va regarder uniquement son intérêt premier, à savoir est-ce qu'il va y avoir des mosquées, est-ce qu'il va y avoir ceci, est-ce qu'il va y avoir cela? Bien sûr, il va forcément en tenir compte, surtout pour des élections locales. Après, il va regarder aussi un intérêt commun, à savoir qu'est-ce que ça va apporter pour la ville, pour les habitants en règle générale. Est-ce qu'il va y avoir plus de travail? Est-ce qu'il va y avoir moins d'impôts? Là, on n'est plus du tout uniquement dans sa petite personne. Et donc, effectivement, à mon avis, c'est là où le citoyen doit voter. C'est-à-dire c'est un individu à part entière, qui a aussi un raisonnement qu'il doit faire lui-même. Après, est-ce qu'on peut le guider dans ce choix-là? Pourquoi pas? Dans quel intérêt? Après, est-ce que ça peut être du lobbying? À savoir voter pour ce candidat-là et on aura plus de droits, on aura peut-être plus de locaux, plus de mosquées, etc. C'est une stratégie aussi comme une autre. J'ai aucun problème avec ça. Après, est-ce que la communauté musulmane doit forcément être votée pour un candidat pour avoir une mosquée, ou est-ce que finalement aujourd'hui le vrai problème c'est vraiment la représentation finalement de cet électorat-là? Est-ce que justement le fait de nous donner, je vous donne une salle de prière et puis à partir de là, c'est bon, vous êtes carrément point lié à moi pendant encore 6 ans, voire plus. Tout ça, il faut se poser ces questions-là. Moi, je n'ai pas un avis tranché à ce niveau-là. Après, effectivement, nous, qui avons travaillé sur les municipalités à Bobigny, on avait travaillé sur une liste qu'on avait conduite, nous, à la base. En cours de route, on a eu effectivement un problème juridique où il y a eu un de nos candidats qui effectivement a été invalidé. Se posait la question simplement de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on arrêtait là ou est-ce qu'on décidait à un moment donné par rapport au projet qu'on avait proposé aux Balbiniens, aux habitants. Nous, on avait un projet phare, on ne va peut-être pas y revenir là, mais un projet qui intéressait beaucoup d'habitants. L'idée, c'était ce projet-là qu'on avait à cœur, et qui tenait finalement pour le bien commun de l'entière cité. Est-ce que c'était justement, est-ce qu'on le mettait de côté pendant encore 6 ans, ou est-ce qu'on essayait de le proposer à d'autres forces politiques qui auraient voulu justement travailler avec nous? Parce que la politique, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est que beaucoup ne savent peut-être pas forcément ce que c'est. Et à un moment donné, la politique, c'est aussi le fait de pouvoir travailler avec d'autres personnes, de pouvoir influencer d'autres personnes. Et c'est en ça où, effectivement, l'exercice est un peu délicat. Donc, nous, on a donné nos conditions à l'UDI, effectivement, qui a souhaité nous rencontrer. Ça aurait pu être le cas avec le Parti communiste, encore une fois, il n'y a aucun souci avec ça. Sauf que le Parti communiste n'a pas du tout voulu nous rencontrer. C'est son choix, il n'y a aucun souci. Et donc, lorsque la personne de l'UDI a voulu travailler avec nous, on n'a eu aucun souci aussi à le rencontrer, à lui donner effectivement nos critères. Et effectivement, ils ont été acceptés. Donc, à partir de là, le travail a été aussi simple que ça. Après, encore une fois, les citoyens, donc les Balbiniens, ont décidé en leur âme et conscience, à savoir est-ce qu'ils allaient voter effectivement pour un parti UDI affilié à un parti démocrate musulman communautaire, ou est-ce que ça pouvait faire tâche ou pas. Donc ils ont pris leur décision, nous on a pris notre décision également. Aujourd'hui, effectivement, nous on est engagés dans cette ville-là. Je ne vous cache pas que clairement, nous, notre intérêt, c'est pas d'être derrière l'UDI. On aurait préféré effectivement être l'UDMF, nous tout seuls. C'est clairement notre ambition. Encore une fois, notre ambition n'est pas uniquement à Bobigny, puisque ça serait encore une fois réduire énormément le terrain politique. Nous, clairement, il est national. Et nous avons l'ambition d'aller jusqu'à l'exécutif, puisque si on se lance en politique, il faut pouvoir avoir le courage de se dire qu'effectivement, on vise également le sommet. Pourquoi on vise le sommet? C'est pas uniquement pour notre petite personne, ou pour un intérêt d'avoir une ou deux mosquées supplémentaires, c'est vraiment avant tout pour un intérêt commun. C'est-à-dire que le fait de défendre la veuve et l'orphelin, le fait de condamner le blâmable, le fait d'être pas asservi au monde de la finance, c'est clairement ça en quoi on croit. Pour qui? Pour un intérêt finalement qui est un intérêt public, donc qui touche l'ensemble des citoyens, confession religieuse ou non.
Et c'est en ça, en tout cas, ce que nous, on croit et ce qu'on est en train de faire. Donc à partir de là, voilà, je ne sais pas si on a balayé toutes les questions que tu posais, mais voilà. Yes, un commentaire, mais très bref. Oui, je me permets juste de rebondir sur ce qui a été dit. Donc le frère a parlé d'intérêt ou égoïste, ou on sent à travers ça qu'il y a une certaine, comment dire, je vais oser le mot, une certaine honte de se revendiquer communautaire. Ah, ça c'est effectivement, c'est un point que je voulais développer également. Ce que je veux dire par là, les Black Panthers n'avaient pas honte de revendiquer leurs droits. Malcolm X n'avait pas honte avoir honte de revendiquer ses droits. Gandhi n'avait pas à avoir honte de revendiquer ses droits. Les combattants dans les pays du tiers-monde n'avaient pas de honte à avoir revendiqué leurs droits pour leur communauté, que ça plaise ou non, puisqu'ils sont dans une situation où on ne les considère même plus comme des citoyens. Donc si ce langage n'est pas accepté en face, il faut comprendre la chose et dire à ces gens que vous acceptiez ou pas la chose. Demain, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'aurez plus aucun siège, plus de chauffeur. D'où la raison en plus, on récupérera la gestion qui nous appartient de droit de notre éducation, puisque vous êtes des incompétents. Que tu parles de gauche ou de droite qui ont toujours une politique, qui sont une population qui se détache de ces politiques-là, à un moment, il faut la sanctionner par d'autres moyens, c'est-à-dire par nos efforts. Mais après, il ne faut pas avoir honte de ce sentiment communautaire. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Juste pour boucler là-dessus, moi je suis tout à fait en phase avec effectivement ça, à savoir que pendant très longtemps, dans la rhétorique, c'était à partir du moment où on se lançait en politique ou lorsqu'on voulait prendre la parole en public, on a été taxé forcément de communautaire. Et pire que ça, c'était comme si c'était une tare et comme si c'était quelque chose qu'il fallait qu'on cache. Et beaucoup aujourd'hui, on l'a dit, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup d'indépendants se sont aujourd'hui issus de l'immigration, de la diversité comme on les appelle, en gros pas des Français de souche, se sont lancés en politique dans ces élections-là, et on les a tous taxés effectivement de communautaires, mais qu'est-ce qui se cache derrière le mot communautaire? Parce que le mot communautaire aujourd'hui, finalement, c'est un terme qui est galvaudé. On a l'impression qu'à partir du moment où nous, musulmans, on se met en politique, on aura comme intérêt uniquement notre propre personne, et pire que ça va même au-delà de ça, ça veut dire que quelque part, on ne se soucie pas du tout de l'intérêt de l'autre. Pire que ça, on méprise l'autre. Et c'est complètement faux. C'est qu'effectivement, le fait d'aimer les siens, le fait de défendre les siens, ne veut pas dire être justement contre l'autre. Pourquoi se justifier à chaque fois? Et alors, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Là, tu recommences. C'est qu'effectivement, ce qui s'est passé pendant cette élection-là, ce qu'on a vu, c'est que beaucoup d'indépendants ont fait des listes avec le mot citoyen avant tout, etc. Et le fait de pouvoir presque cacher un petit peu leur identité profonde, qui était effectivement, peut-être, s'ils étaient musulmans, de pouvoir presque se défendre de ça, en se disant, attention, nous, on est avant tout des citoyens français, en voulant balayer quelque part cette idéologie-là. Clairement, nous, à un moment donné, je pense que c'est effectivement une construction qui a été faite pendant plusieurs siècles. On a parlé de la colonisation qui a clairement joué là-dessus, c'est-à-dire que clairement l'apparence aujourd'hui d'être musulman, aujourd'hui, il est presque véhiculé comme une honte, comme quelque chose qu'il faut cacher. À partir de là, ce qu'il faut regarder, c'est quand on regarde par exemple de l'autre côté, le côté de l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, franchement, le discours complètement décomplexé, c'est lequel? C'est le fait d'une Valérie Pécresse qui dit clairement qu'elle est chrétienne. Un Laurent Wauquiez, maire du Puy-en-Velay, qui dit effectivement qu'il s'est engagé en politique aussi pour défendre l'intérêt des chrétiens. Donc ce sont un discours complètement décomplexé qu'aujourd'hui de plus en plus d'élus osent dire, et nous presque c'est une honte, une tare qu'il faudrait presque cacher et masquer. Donc clairement, à un moment donné, c'est pour ça aussi que nous on a voulu mettre bien en avant le mot haine qui est le musulman, pour dire qu'on est, encore une fois, on assume parfaitement notre identité, qu'elle n'est pas une tare, qu'elle n'est pas quelque chose à cacher, qu'elle n'est pas quelque chose à masquer. Comme beaucoup nous ont dit, oui, le mot haine, moi, me pose problème. Il aurait fallu effectivement mettre quelque chose. Le mot musulman pose problème pour beaucoup. Mais ce sont des musulmans qui ont dit que ça posait problème ou des non-musulmans. J'entends naturellement effectivement un électorat ciblé musulman qui ont dit, oui, effectivement, le projet est intéressant, l'idée est intéressante, mais moi, j'aurais préféré qu'on enlève, par exemple, le mot haine qui peut être perçu comme communautaire. Mais encore une fois, nous, on est parti du contexte que, à partir du moment où on est flagué,
on nous remettra cette identité bien en évidence, comme si on était uniquement lié à quelque chose de nuisible. Nous, on l'assume, on le met, et on dit effectivement, si vous nous taxez de communautaires de musulmans, et ben nous, effectivement, il n'y a aucun souci, on est tout à fait en phase avec ça. Et les autres partis qui n'ont pas voulu jouer à ce jeu-là, aujourd'hui, ils se retrouvent à quoi on leur a fait ce procès-là. Et pire que ça, aujourd'hui, on dit, ouais, vous avez essayé d'être sournois, donc quelque part, vous êtes traître, vous n'êtes pas digne d'être du côté du public, du peuple, parce qu'effectivement, vous êtes quelque part même pas en phase avec vous-même. Et effectivement, ce discours-là, de l'autre côté, on l'a bien compris, c'est pour ça que tout le monde dit, nous, on a tout à fait en phase avec nos origines, nos valeurs chrétiennes, et on l'assume parfaitement. Mais comment expliques-tu, alors que les musulmans sont complexés d'employer le mot musulman ou de revendiquer musulman, et que de l'autre côté, dans les villes où justement il y a eu ces listes citoyennes ou populaires, etc., il y a eu le même échec. Le même échec, c'est-à-dire Aux causes d'élections, ils ont perdu dès le premier tour, et c'est l'opposition qui a triomphé. Ceux qui ont essayé de cacher, tu parles des indépendants, c'est ça? Oui, voilà. Le gros problème des indépendants, c'est qu'à partir du moment où effectivement eux-mêmes ont caché plus ou moins, ont joué un petit peu à rentrer dans un stéréotype, à savoir, oui, on va faire un nom qui passe très bien, mais le gros problème en réalité, c'est que la citoyenneté aujourd'hui, le concept est intéressant, il est noble, le fait d'être un Français à part entière, sans distinction de visage, de prénom, d'idéologie religieuse, etc. C'est-à-dire qu'un individu, on le regarde en tant qu'individu, on ne le regarde pas en tant que par rapport à sa différence. Sauf que c'est juste un concept qui aujourd'hui n'est pas mis en pratique. Donc à partir de là, aujourd'hui, en réalité, psychologiquement, beaucoup d'entre nous ne se sentent pas légitimes ici. Beaucoup ont une identité qui est un peu perdue. Donc même la citoyenneté, en réalité, devrait être un travail qu'on devrait travailler nous-mêmes en se disant, est-ce que finalement on a besoin d'être représenté par quelqu'un qui est une norme, donc qui serait un blanc d'origine d'idéologie judéo-chrétienne? Est-ce que quelque part on doit être caché derrière quelqu'un, ou est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas s'affirmer nous-mêmes clairement? Je crois que je peux utiliser un peu trop le micro. Je te laisse juste garder ton idée. Comme le temps arrive à sa fin, je vais donner la parole à chacun d'entre vous, juste pour développer une idée en 1-2 minutes maximum. Juste pour réagir une seconde. Tu as 30 secondes, sinon je t'arrache le micro. 15 secondes. Non, je préfère ne pas être citoyen et avoir l'influence de Soros. Voilà. Soros. Donc Mohamed, comme j'ai dit, est-ce qu'il y a une dernière idée que tu aimerais développer et très très court? Une dernière idée. Dans le Parisien de hier, je lisais, dans 3 villes du 93 qui étaient de gauche, maintenant qui sont devenues de droite, à savoir Bobigny, Blanc-Ménil et Aulnay-sous-Bois. Ces 3 villes, donc le titre du Parisien, c'est une expulsion par jour. C'est-à-dire ces 3 villes qui sont devenues de droite ont décidé d'expulser tous les Roms, parce que les communistes et les socialistes toléraient les campements de Roms dans ces villes-là. La droite a dit, nous on vient, on chasse les Roms. Les Roms maintenant, si on leur dit, est-ce que les élections ça sert à quelque chose ou rien? Allez leur poser la question. Là, ils vous disent, oui, nous on paye maintenant parce qu'il y a une élection et on ne pèse rien dans l'élection. Donc l'élection, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose qui peut changer la vie de gens. Là, les Roms, ils vous disent qu'on l'a payé chèrement le fait que nos villes qui étaient à gauche ont bougé et sont devenues de droite. Autre chose, rapidement, il y a des musulmans, surtout des musulmans laïcs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le dis, des musulmans laïcs, ils viennent nous voir, ils disent, ouais, vous, toujours la mosquée, vous venez, le maire, vous aidez ce maire, parce que la mosquée, vous aidez... et pensez à autre chose. Ils nous reprochent qu'on mette la mosquée en priorité. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est exactement comme le modèle de notre prophète. Notre prophète, lorsqu'il a immigré, et est parti à Médine, la première chose qu'il a faite là-bas, c'est quoi? Il n'a pas ouvert un commerce, il n'a pas ouvert un hôtel ou une chambre ou une maison. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il a construit une mosquée. La première des choses, c'est la mosquée. Donc c'est normal, c'est que nous, la communauté musulmane, on est dans une ville, il y a une élection. Le premier réflexe, on ne va pas lui demander des logements. C'est ça le problème des khobzistes qui étaient avant nous, c'est eux qui faisaient la politique. Et après, maintenant, nous,
les gens de la mosquée, qui essayons d'entrer dans ce créneau-là, on les a écartés. Parce que ces gens-là qui étaient avant nous, ils cherchaient que des logements et que des missions et du travail dans les mairies, au dos de notre communauté. Nous, on a dit non. Nous, maintenant, on demande les mosquées. Mais rassurez-vous, on ne va pas avoir 50 mosquées. On va avoir 1, 2 mosquées par ville, c'est tout. Et après, je vous rassure, ça ne sera peut-être pas nous, les gens qui vont venir après nous, ils vont nous demander autre chose. Mais nous, on a l'obligation de demander des mosquées. S'il n'y aura pas de mosquées, la communauté va disparaître. La pratique, le lien entre communautés, le lien va disparaître. Où on va faire ce lien? Dans les bars, dans les cafés. Donc c'est normal qu'au début, maintenant, notre priorité, c'est la mosquée. Et je sais que ça énerve beaucoup de musulmans un petit peu laïcs. Ils disent, ouais, mais vous, toujours mosquée, mosquée, et nous, pensez à nous. On veut des stades, on veut des maisons de jeunes, des choses. Oui, mais priorité, pas priorité. La priorité maintenant, c'est la mosquée. On résout le problème de la mosquée, on passe à autre chose. Peut-être ça sera l'école, et peut-être ça sera autre chose. Dernier point, donc ça c'est la mosquée. Dernier point, très important pour atténuer ce que j'ai dit, parce que j'ai dit ni droite ni gauche. Ça c'est le vote. Nous, en tant que peuple, en tant qu'électeurs, il faut qu'on change de vote en fonction de l'élection. Et plus on change, et plus les gens qui sont en face de nous savent que nous on change, on sera considéré. S'ils savent qu'on est toujours à gauche ou toujours à droite, ben la personne qui est de gauche, il sait qu'on est avec lui, il va rien nous donner. Je lui dis, ben, il est avec moi, pourquoi je vais lui donner? Et celui que tu es contre lui, ben, il dit, pourquoi je vais lui donner? Il est toujours contre moi, il va voter contre moi. Donc on perd dans les deux cas. Mais si tu peux bouger, ben là tu deviens important. Il dit, ah ben celui-là, la dernière fois il a voté pour moi, cette fois il va voter contre moi, il peut revoter pour moi. Donc tu deviens important. Mais deuxième point que je voulais dire, très important, et ça on a fait de graves erreurs nous, dans la communauté musulmane, c'est que c'est vrai, nous les électeurs, il faut qu'on change. Mais il faut que dans les partis politiques, on ait des gens, par exemple comme le frère qui est là, on ait des frères qui sont investis tout le temps à gauche. Lui, il ne faut pas qu'il bouge. Parce que s'il bouge, il ne sera pas crédible. Quelqu'un, il est maire adjoint socialiste, l'élection prochaine, maire adjoint UMP. Ce n'est pas crédible. Ça veut dire que tu n'as aucune crédibilité. Ce n'est pas sérieux. Moi, électeur, je fais ce que je veux. Mais toi, responsable, tu ne bouges pas. Donc, on a besoin de responsables politiques communautaires qui ne bougent pas. Lorsque j'ai vu, à la fin de la période de Nicolas Sarkozy, il y avait beaucoup de gens qui ont déchiré leur carte UMP et ils l'ont brûlé avec le ciseau. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Sarko, c'est une parenthèse dans la droite et dans l'UMP. Là, maintenant, Sarko, il est où? Il a disparu. Il y a d'autres gens à l'UMP. Les gens des musulmans qui étaient responsables, bien placés au sein de l'UMP, qui ont déchiré leur carte, ils ont laissé leur place à qui? À qui? Ben à d'autres. C'est une catastrophe. Donc il faut que les gens de chez nous qui s'investissent à droite ou à gauche restent là-bas. C'est pas dire, ah mais j'ai plus envie. Après tu le vois demain, il soutient Anne Hidalgo socialiste. Tu dis, attends, mais c'est du n'importe quoi. Tu étais avec Sarko, là tu es avec Hidalgo. C'est du n'importe quoi. Reste avec Sarko, parce que toi, tu es responsable politique. Nous, on est électeurs. Nous, on fait ce qu'on veut. On bouge à droite, à gauche. Mais toi, responsable, reste. Ça, c'est très important, il faut qu'on nuance. Et il faut que nous, les musulmans, très important, il ne faut pas que lorsque on a quelqu'un comme Sarko, qui est avec des propos racistes, on va demander à tous les gens UMP, on dit démissionner. Pourquoi? Pourquoi on demande à tous les gens qui sont UMP, ils vont démissionner, et après on laisse l'UMP à qui? Aux racistes. On dit aux gens de chez nous, restez, après ça va changer. Et pareil à gauche. Moi, j'ai connu un frère qui était proche de Cécile Duflot, qui est quelqu'un qui est le responsable des Verts. Je suis parti le voir il y a 1 an. Je lui ai dit, voilà, tu es toujours avec elle. Ah, elle m'a dit, non, c'est bon, j'ai arrêté. Ils ont voté le mariage pour tous, c'est bon. Moi, ces gens-là, je ne travaille plus avec eux. Ben, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'on a besoin, très important, que des gens restent à droite et à gauche. Et je finis par un dernier point. Un dernier point. Je finis. Allez, il y a un maire qui a perdu dans le 93. Je l'ai vu 2 semaines avant qu'il perde. Donc on discutait pour qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ou avec lui. Et après je lui ai posé une question. Je lui ai dit, quelles sont les promesses que tu as faites les plus difficiles? Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je viens de voir la communauté juive. Et qu'est-ce qu'ils lui ont demandé dans cette ville, la communauté juive? Pas une mosquée, pas une synagogue. Parce que pourquoi? Eux, ils l'ont dépassé. C'est pour ça que je dis, nous, on va dépasser, Inch'Allah, ça. Ils n'ont pas demandé synagogue, ils n'ont pas demandé une école talmudique.
Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Écoutez bien, ouvrez les oreilles. Ils sont dans une résidence, HLM ou résidence. Leur problème, c'est quoi? Le samedi, ils ont fait une entrée avec code, DigiCode. Le samedi, ils ont un problème, ils ne peuvent pas faire le DigiCode. Donc, ils ont demandé au maire de trouver une solution pour que eux, le samedi, puissent entrer sans faire DigiCode. Et le maire, il a promis, il a dit, c'est bon. Lorsque je serai élu, je vais résoudre ce problème. Regardez, les gens, ils sont arrivés où dans les demandes? Nous, on est très loin, mais on va arriver. La mosquée, l'école, et après les laïcs, même si eux, les laïcs, je sais qu'ils ne pèseront rien, parce que sans l'islam, ils ne vont jamais peser. Nous, les musulmans, on va défendre les laïcs, on va leur ramener des sorties scolaires, des ballons de foot, des baby-foot, on va penser à eux. Mais il faut qu'on résout nos problèmes de la communauté, après on va penser aux autres. Merci Mohamed. Quand même, je fais une remarque, c'est les gens qui aiment politique sont bavards comme les politiciens. Donc je vous demanderai vraiment 1 minute ou 2 minutes au maximum par respect pour les fidèles. Ouais, j'ai juste 2 points. Donc on a beaucoup entendu parler des musulmans laïcs. À croire que la laïcité, quelque part, c'était où l'opposé de la religion. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire pendant très longtemps. Il faut juste rappeler que la laïcité, en réalité, c'est un outil qui permet de lutter contre les discriminations et les injustices. On a oublié, on a l'impression qu'aujourd'hui, être laïque, ça veut dire être contre la religion, et du coup, on ne peut pas être l'un et l'autre. C'est une contre-vérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se rappelle de certains concepts, qu'on les reprenne, qu'on arrête de les donner au Front National et aux extrêmes, et se dire effectivement qu'aujourd'hui, la laïcité, en réalité, si on regarde ce que c'est un outil qui permet même pour nous, qui est un outil positif qui permet de lutter contre les discriminations religieuses, d'un point de vue aussi physique, idéologique, etc. Donc attention, il ne faut pas minimiser aussi ce discours-là, parce qu'on fera le jeu du Front National. Il le veut. Il dit, oui, si vous dites que vous n'êtes pas laïque, et ben du coup, ça veut dire que c'est tout le contraire. L'autre côté, le fait de pouvoir passer comme ça d'un parti ou à un autre, alors effectivement, on peut le caricaturer et dire que c'est quelque chose d'assez ridicule, mais en fin de compte, aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit de regarder la proposition, c'est-à-dire que, surtout à l'échelle locale. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une municipalité, on a des propositions qui sont faites en fonction de la maire, mais on peut, dans 6 ans après, avoir d'autres propositions qui sont complètement différentes. Alors l'idée, c'est d'un peu de changer la façon de penser des gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être fidèle sans regarder clairement la proposition qui est donnée, c'est-à-dire l'offre qui est donnée. Si on regarde uniquement le fait de se dire, eh bien écoute, moi je suis aujourd'hui de droite, je ne peux pas aller de gauche, eh bien nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues. Moi je pense qu'effectivement, si on veut être cohérent, si on veut être en phase avec nos idées et nos valeurs, il faut être super attentif justement aux propositions qui seront faites. En tout cas, moi c'est ma conception. Voilà. Juste pour reprendre ces 2 points qui me semblaient importants de clarifier. Elias, encore plus court. Alors je suis désolé qu'on n'ait pas pu aborder tous les sujets, puisque normalement on aurait dû parler des élections et après. Je souhaitais surtout parler de et après, parce que pour moi, c'est pas le plus important. Donc je vais conclure pour une chose, appeler nos frères qui appellent à ne pas voter, ou les frères qui appellent à voter, à se respecter comme les savants qui ont émis ces fatwas, bien avant nous, se sont respectés. Sachez que par exemple à Islam Info, il y a des gens qui sont vraiment contre le vote et des gens qui sont vraiment pour. Et on travaille ensemble, puisque cette question on l'a étudiée à peu près tous il y a 20 ans. On n'a pas attendu d'avoir Facebook pour connaître notre religion. Et comme on sait que nos savants se respectaient déjà à l'époque, on ne s'insulte pas chez nous aussi. Donc j'appelle vraiment les gens à la sagesse, surtout ceux qui ont un écho au sein de la communauté. Pour finir, je dirais que le combat est multidimensionnel. Il doit se faire sur tous les terrains, de l'éducation encore et encore, mais bien évidemment, avant d'avoir une mosquée, avant d'avoir un parti, il faut avoir une communauté, et j'espère que cette communauté renaîtra de ses cendres. On a voulu avoir une société individualiste, on aura une société qui est en train de devenir multidividiste, c'est-à-dire que l'individu est cassé. Aujourd'hui, nous allons reformer ces communautés par d'autres voies. Nous, notre voie qu'on a choisie, c'est la voie d'Internet. Alors je leur dis, à ces gens qui pensaient que nous étions cassés et divisés, nous renaîtrons de nos cendres et nous combattrons pour un combat sain, celui de nos droits, de notre liberté, et pour que la parole d'Allah soit pure. Bien, je vous remercie tous d'avoir assisté donc à la conférence. Donc, nous allons faire la salat. Salam alaikum.
On a dépassé le 10 minutes.